Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo de sociologie et d'évolution humaine. Alors, je fais cette vidéo parce que un de mes followers m'a envoyé une petite vidéo, un réel, sur Instagram, où l'on voyait une rue japonaise avec plein de prostituées qui étaient là, qui traînaient dans la rue et qui aguichaient les hommes. Alors, elles montraient leurs atouts, leurs seins, elles venaient voir les hommes, et les hommes, certains, montaient avec elles. Alors, c'est une rue japonaise, mais ce phénomène se retrouve aussi en Thaïlande, où il y a des rues entières où des jeunes femmes viennent échanger aux hommes de la tendresse, de l'amour, du sexe, contre de l'argent. Mais tout ça se passe dans le monde entier. On peut voir Thelma et Louise, le film, où on voit l'héroïne au début, qui est une prostituée, sur le bord d'une avenue de Californie. Alors, on voit ça en France, on voit ça partout, et on voit ça sur les réseaux. On voit les femmes qui échangent de la sexualité, même de la prostitution en ligne. Et c'est beaucoup plus rare de voir dans le monde des rues avec des hommes à moitié nus, dévêtus, qui s'exposent aux femmes pour pouvoir gagner leur vie et vendre leur charme. C'est quelque chose qui est typiquement féminin. Et on pourrait se dire, mais c'est peut-être quelque chose, on va voir, l'échange de sexe contre de l'énergie, peut-être quelque chose qui est commun aux primates. Eh bien, absolument pas. C'est vraiment une particularité humaine qui a sa source il y a très longtemps, quand nos ancêtres bipèdes sont sortis de forêt et se sont retrouvés en savane. Et à ce moment-là, il y a eu le passage d'une vie où les femelles, les ancêtres, nos ancêtres, les femmes de notre lignée ancestrale, qui étaient en forêt et qui s'occupaient de la nourriture, de chercher la nourriture pour leurs petits, ont été dépendantes en partie des mâles pour pouvoir survivre, et elles n'avaient que l'échange sexe contre nourriture pour pouvoir optimiser les chances de survie d'elles et de leurs petits. Alors je vais vous expliquer comment cela s'est passé, puisque dans les communautés de chimpanzés, même chez les autres primates, ce sont toujours les femelles qui pourvoient en grande partie, à leur alimentation. Et chez les chimpanzés, par exemple, qui sont nos ancêtres, nos cousins les plus proches, c'est-à-dire qu'on a un ancêtre commun il y a un peu plus de 7 millions d'années, même un peu plus, mais il y a eu une divergence ensuite de la lignée, une a donné les australopithèques et l'autre les chimpanzés, la lignée chimpanzés bonobo et chimpanzés communs, les plus costauds, qui s'est faite à peu près il y a entre 7-8 millions d'années, mais avec on continuait à avoir quelques métissages pendant encore quelques centaines de milliers d'années, entre les deux lignées. Mais l'une a donné les australopithèques, et une lignée australopithèque a donné les humains. Alors, les chimpanzés, qui ont donc un ancêtre commun avec les humains, ont conservé visiblement le même mode social des relations hommes-femmes, avec des groupes de mâles qui sécurisent un territoire calorique, en forêt, contre d'autres mâles, donc très agressifs, qui peuvent tuer des mâles qui n'appartiennent pas à leur groupe, et qui laissent rentrer éventuellement des femelles des autres groupes de chimpanzés. Et ces mâles, à ce moment-là, vont se reproduire avec ces femelles, mais en aucun cas, il y a un apport permanent d'énergie contre du sexe de ces mâles. Ça peut arriver en général, mais les femelles des chimpanzés nourrissent elles-mêmes leurs petits, et sont 100% indépendantes des mâles pour le nourrissage de leurs petits. C'est pour ça que, au niveau social, le chimpanzé, à la différence de l'humain, est attiré
par les vieilles guenons, alors que nous, les hommes, en général, à part quelques sites où on voit les MILF, les holders et les grannies, qui peuvent être des options, en général, les mâles humains préfèrent les jeunes femmes fertiles que les vieilles femmes. Alors, les guenons, en général, sont fertiles très longtemps, mais ce sont les vieilles guenons qui attirent le plus les mâles chimpanzés, donc celles qui ont l'apparence de la vieillesse. Pourquoi? Parce que c'est elles qui connaissent mieux par leur confrontation au monde, qui connaissent mieux les façons de pouvoir élever des petits et de les alimenter, et qui ont le plus de chances de porter et de mettre au monde et de pouvoir nourrir des petits parce qu'elles connaissent le milieu. Donc les mâles attirés par les vieilles femelles ont été sélectionnés parce que c'est ceux qui avaient le plus de possibilités de pouvoir transmettre leurs gènes, et ainsi les chimpanzés sont attirés par les vieilles femelles qui s'occupent de leur propre nourrissage. Mais nos ancêtres qui ont divergé il y a 6-7 millions d'années, peut-être même plus, mais il y a quand même eu quelques métissages qui ont continué entre les deux lignées, c'est classique, c'est la lignée humaine, donc les australopithèques, donc certains certains ont disparu, d'ailleurs ils ont tous disparu, et une a donné l'homme. C'était en quelque sorte des chimpanzés primitifs, mais en partie bipèdes, qui se sont retrouvés en savane. Et en savane, à la différence de la forêt équatoriale humide d'Afrique et de la forêt africaine, en savane, on a de grandes possibilités de se faire bouffer par des fauves, et la nourriture est beaucoup moins abondante pour nos ancêtres. Et on ne peut pas trouver autant de fruits et de feuillages qui sont les principales sources de nourriture, qui étaient les principales sources de nourriture de nos ancêtres, et qui restent les principales sources de nourriture des chimpanzés communs, bien qu'ils rajoutent de la viande, des termites, ils chassent aussi, ils sont très cruels, ça permet de rajouter des acides gras essentiels, des protéines et du collagène dans leur alimentation, optimisant leurs chances de survie. Nos ancêtres se sont retrouvés en savane avec beaucoup moins de feuillage et beaucoup moins de fruits qui étaient la nourriture principale de nos ancêtres de forêt, et qui reste la nourriture principale des chimpanzés qui sont restés dans le même milieu. Dans cette savane arborés, ils pouvaient encore se réfugier dans les arbres, y monter. Ils étaient bipèdes, ils marchaient, mais le milieu ne leur fournissait pas assez de nourriture. Ils étaient obligés de se déplacer sur de grands espaces pour pouvoir manger, de grands espaces pleins de végétaux, pleins d'herbes et pleins de graminées. Malheureusement, les australopithèques, nos ancêtres, on va dire, en tout cas, ceux qui ont donné la lignée humaine, une des lignées australopithèques a fait la lignée humaine, ils ne pouvaient pas bouffer des graminées puisqu'ils n'avaient pas un système digestif assez grand, assez développé pour pouvoir péter toutes les fibres de cellulose des graminées qui protègent ces végétaux bouffés. En général, c'est une protection, ça les fait tenir aussi, qui sont bouffés par ces gros végétariens que l'on trouve, ces gros herbivores que l'on trouve en savane, que sont les gnous, les buffles, et les plus petits aussi, les gazelles. Donc ce sont des usines à fermentation bactérienne pour péter les fibres de cellulose et en tirer les briques alimentaires, donc protéines, glucides et un peu lipides. Malheureusement, nos ancêtres n'étaient pas équipés de cette énorme usine à fermentation pour pouvoir péter les fibres de cellulose. Ils avaient un intestin de végétariens, mais pas de végétariens spécialisés dans la destruction de la fibre de cellulose des graminées. Donc ils étaient un peu dans la merde. Ils ne pouvaient pas manger toute cette herbe au sol qui est en abondance. Ils ne pouvaient manger que les feuilles des quelques arbres et les fruits des quelques arbres, se rabattre bien sûr sur les racines et augmenter progressivement la part de viande et de produits animaux dans leur nourriture pour pouvoir compenser la perte des feuilles et des fruits propres à la vie en savane.
ce qui a posé d'énormes problèmes, principalement aux femelles. Et vous allez voir pourquoi nos femelles sont devenues en quelque sorte des prostituées à cause de ce changement de milieu, poussé par bien sûr des changements climatiques et des régressions de forêts et une certaine surpopulation qui a poussé des individus à sortir de ces forêts qui sont des endroits avec énormément d'énergie, énormément de nourriture et avec moins de danger qu'en savane. Alors cette savane arborée, avec ses grandes plaines de graminées, d'herbes, bouffées par les ruminants, est particulièrement dangereuse pour un petit singe de la taille d'un chimpanzé bipède qui peut se faire bouffer par des gros prédateurs spécialisés dans l'attaque de tous ces grands herbivores. Donc c'est devenu un enfer quelque part pour nos ancêtres australopithèques qui ont à ce moment-là adopté une façon de survivre fantastique, mais qui a modifié totalement la sociologie, la structure sociale de nos ancêtres. Ainsi, les mâles, qui, bien sûr, n'allaitaient pas les petits, donc il n'y a que les woke qui pensent que les mâles pouvaient allaiter les petits et pouvaient accoucher. Dans la nature, dans le vrai monde, c'est impossible. Bien sûr, un mâle est un mâle, une femelle est une femelle, sauf quelques rares cas d'hermaphrodisme. Mais dans le monde réel de nos ancêtres australopithèques, c'était quelque chose, cette savane particulièrement dangereuse, et il y a eu des stratégies évolutives qui se sont mises en place par sélection des individus qui ont adopté ces stratégies. Il y avait des stratégies évolutives qui a fait que les mâles qui continuaient avec les femelles, ils continuaient à grimper aux arbres pour s'y réfugier et dormir la nuit dans les branches, dans les branchages pour ne pas se faire agresser par les gros prédateurs, partaient en plein jour, les mâles, entre eux, avec des bâtons dans les mains, puisqu'ils peuvent grimper, ils peuvent tenir des bâtons, bien sûr, et ils allaient, à ce moment-là, parcourir la vaste savane bipède. Ils avaient une marche qui n'était pas hyper efficace, mais qui était quand même efficace, et ils continuaient à grimper aux arbres. Leur grande force évolutive, c'est d'être moyens dans le grimper et dans la marche, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de marcher et de grimper encore, grimper pour se réfugier dans les arbres, et marcher pour faire de longues distances en transpirant, perdant leur poil progressivement. À ce moment-là, ils sont un peu noircis, puisque les chimpanzés, souvent sous leur poil, sont blancs. Vous allez en voir les os, les chimpanzés qui ont des problèmes d'alopécie. Donc ils partaient les mâles, en groupe de mâles, et comme ils tapent verticalement avec des bâtons, ils sont assez dangereux pour tous les prédateurs de taille moyenne, et même les gros, quand ils sont en groupe. Et ils marchaient, ils regardaient les vols au loin de vautours, donc là aussi la rétine et la façon de percevoir le monde a changé aussi, le traitement de l'information a changé aussi au niveau du cerveau, et ils observaient les vols de vautours pour se rapprocher silencieusement, et à ce moment-là, si c'était des charognes qui indiquaient ces vols de vautours chassés, des charognes fraîches tuées par des prédateurs de taille moyenne, ils arrivaient avec leurs bâtons, ils leur faisaient peur, et ils récupéraient de la nourriture. Alors, les mâles mangeaient sur place, bien sûr, ils mangeaient les muscles, ils mangeaient un peu les articulations, et ils rapportaient aux femelles qui se trouvaient près des arbres, avec leurs petits dans les bras, prêts à grimper à l'arrivée d'un fauve, pour ne pas se faire bouffer par des fauves, puisque c'était la principale cause de mortalité en savane, c'était le prédateur, en général le prédateur félin, alors qu'en forêt, la principale cause de mortalité des singes d'un poids moyen, important, on va dire comme les chimpanzés, c'est-à-dire du 40, 50, 60 kilos, un peu comme les australopithèques de l'époque. C'est la chute en forêt pour un chimpanzé. Pour un australopithèque, c'était le prédateur de grosse taille. Donc à ce moment-là, il fallait adopter des stratégies de survie différentes avec un partage des tâches. Les femmes restaient près des arbres et des points d'eau, prêts à grimper dans les arbres pour se protéger, se nourrissant un peu des végétaux qu'il y avait autour des arbres, donc se nourrissant de feuillage et de fruits, et les mâles allaient chercher, bien sûr, se nourrissant aussi de feuillage et de fruits sur leur chemin, allant chercher de
de la charogne fraîche, parce qu'ils n'avaient pas encore les stratégies de chasse et la capacité de courir. Hein. C'était des bons marcheurs, mais pas des très bons coureurs, après des proies. Hein. Donc ils allaient, en marchant, chercher des charognes et faire fuir les prédateurs de taille moyenne qui les avaient tués pour en récupérer de la nourriture. Et ils rapportaient, après avoir mangé les muscles, des os, et il rapportait des os avec un peu de viande autour et des articulations, il y a beaucoup de collagène dessus, aux femelles pour que les femelles puissent se nourrir de ces os avec, bien sûr, dans ces os, de la moelle, donc beaucoup d'acides gras essentiels, c'est très riche, c'est des bombes caloriques, hein, comme les fruits qui sont des bombes caloriques de sucre. Hein, donc les os sont, quand on les casse, de la bombe calorique. Et comme nos ancêtres cassaient déjà des noix avec des pierres, ça était très simple de comprendre qu'en cassant des os, on pouvait en tirer la moelle et survivre. Donc les mâles mangeaient les muscles, ramenaient des os aux femelles, alors ça s'est fait très progressivement, et les femelles, qui avaient un apport d'acides gras et de collagène en plus, pouvaient à ce moment-là mieux survivre et mieux transmettre la vie et mieux alimenter leurs petits. Et c'est ainsi qu'il est apparu dans la société préhumaine de nos australopithèques un partage des tâches où les hommes progressivement allaient chercher de la nourriture pour les femelles et les donner aux femelles, mais tout ça ne s'est jamais fait gratuitement. Hein. Dans la vie, c'est donnant, hein. C'est jamais gratos, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et la stratégie qui s'est mise en place, c'est que les femelles ont très vite compris, d'une façon bien sûr instinctive au départ, qu'elles pouvaient échanger au mâle de la tendresse, de l'épouillage et du sexe contre de la nourriture. Et les mâles rapportaient de la nourriture aux femelles pour avoir de l'épouillage et du sexe. Et ainsi est née une société d'échange sexe contre nourriture, une espèce de prostitution préhumaine typique à notre espèce. Alors, il faut savoir que ce qu'on peut appeler une prostitution préhumaine, qui est en vérité quelque chose qui a sauvé notre espèce, a profondément aussi modifié nos rythmes biologiques. Les femelles des singes, des primates, et les femelles de quasiment tous les mammifères, ont par souci d'économie, hein, bien sûr, le monde fonctionne d'une façon très économique. Hein, pour comprendre la nature, il faut regarder comment fonctionne un épicier tunisien ou un vendeur de jeans séfarade. Tout est fait d'économie et d'échange énergétique, même au niveau des australopithèques. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que c'était les femelles qui n'avaient pas de période d'oestrus. Alors il faut savoir que par souci d'économie, les femelles ne sont fécondes qu'une fois dans le mois, hein, en général, et les femelles des primates, hein, et à ce moment-là, elles ont des signes extérieurs de fécondité qui font que les mâles vont rechercher la copulation, la sexualité avec ces femelles en dehors de ces périodes d'oestrus. Alors chez les singes, on voit souvent les callosités fessières qui gonflent hein, près des organes génitaux et qui rougissent, attirant le mâle à la façon du rouge à lèvres des femmes, hein, ou de l'arrière des chaussures Louboutin. Je rigole, mais c'est un peu ça, hein, voir ce rosé, ce rouge, pour un homme, hein, est toujours excitant. Hein, c'est pour ça qu'on aime bien voir les chattes rouges ouvertes en porno. Hein, c'est quelque chose qui attire encore l'homme, ce côté très visuel qui indique qu'il y aura pénétration, sexualité, et on va transmettre la vie, on va transmettre nos gènes. C'est pour ça qu'on est là. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu progressivement chez les femelles une perte des périodes d'oestrus, d'ailleurs les femelles ne rougissaient plus des fesses, les femelles des australopithèques n'avaient plus d'attitude sexuelle qu'une fois dans le mois à peu près, quand elles étaient en période de fécondité, d'oestrus, donc elles montrent leur fécondité, et il y a eu une disparition des périodes
d'oestrus, donc de fécondité, ça s'est sélectionné comme ça, c'est-à-dire que les femelles qui n'avaient peu, les groupes d'australopithèques qui n'avaient plus de période d'oestrus, avaient une sexualité permanente, et c'est les mâles qui nourrissaient les femelles le plus souvent, ne connaissant pas et ne percevant pas les périodes d'oestrus, qui avaient le plus de chances de pouvoir transmettre leur gènes. Et c'est les femelles qui avaient perdu leur période d'oestrus, les groupes, on va dire les groupes d'australopithèques qui avaient perdu leur période d'oestrus, qui avaient un taux de survie des femelles le plus important, puisque ça générait une sexualité permanente, sexe contre énergie. D'où cette disparition des périodes d'oestrus, qui enclenche une sexualité permanente de type humaine, où on est toujours, les mâles sont toujours attirés par les femelles ont toujours besoin de plaire aux mâles, ce qui est une réminiscence, en vérité, d'un système de survie qui s'est mis au point par sélection naturelle, à l'époque du passage en savane de nos ancêtres australopithèques. Une sexualité humaine avec disparition des périodes d'oestrus, des femelles qui sont restées près des arbres et qui avaient, avec les mâles, une sexualité constante, mais une sexualité faite d'échanges, attention, épouillage, tendresse et sexe contre énergie, ce qui a permis de faire survivre nos femelles. Et c'est ainsi que ce système s'est transmis à l'humanité moderne, puisqu'il était extrêmement efficace. Les femelles baisant le plus souvent en montrant leur charme et en l'échangeant contre la nourriture, optimisaient leurs chances de survie et surtout optimisaient la possibilité de bien nourrir leurs petits, puisque bien alimentée, une femelle peut retransmettre cette énergie par ses mamelles à ses petits et même après l'échanger. Donc une sexualité constante avec des hommes, des mâles, alors on va dire au début c'était des mâles, qui se mettent à avoir une sexualité grande, mais qui se mettent aussi à avoir un manque affectif et un besoin d'être aimé et un besoin d'aimer les femelles. Et c'est vraiment ça quelque chose d'humain. L'amour entre l'homme et la femme est vraiment né à cette période, cet attachement du mâle à la femelle qui s'est fait progressivement. Elle a dû se faire un peu chez les australopithèques et après plus chez les homo habilis, puisqu'une branche d'australopithèques a donné les homo habilis qui ont donné les homo erectus, les homo erectus, qui se sont un peu, après, qui ont colonisé le monde entier, mais tout ça, ce sont des visions de chercheurs, tout ça, c'est en nuance, il n'y a pas d'espèce réellement, il y a des modifications, des isolations et des métissages, mais avec des transformations progressives et des évolutions. Mais c'est ainsi que l'humanité est devenue une humanité avec des hommes dépendants affectivement des femelles, revenant toujours au nid pour la nourrir, en échange de sexe, et dépendant du sexe. C'est pour ça que l'on voit des rues entières où des hommes, contre de l'énergie, cherchent. L'argent, c'est de l'énergie compressée. À la base, c'était des os et de la moelle. Donc, échange cette énergie, cet argent, à des femmes contre du sexe, et parfois contre un peu de tendresse. Et si vous payez plus avec les prostituées, elles peuvent même vous dire qu'elles vous aiment, ce qui vous réconforte énormément en tant que mâle. Mais en vérité, tout ça a été fait pour la survie de l'humanité. Cette prostitution féminine est faite pour optimiser les chances de survie de nos petits, des femmes et de nos petits. Et ce besoin de payer pour les femmes et d'aller tout le temps voir des femmes en leur offrant quelque chose, on paye encore le restaurant aux femmes, bien sûr, c'est pour montrer qu'on a assez de nourriture pour les protéger et les nourrir, puisqu'à la base, c'était très dur pour elles de survivre, puisqu'elles ne pouvaient pas aller en savane, accompagner les hommes dans leur chasse, avec un petit dans les bras qu'elles allaitaient. Comme je vous dis toujours, il n'y a que les woke qui sont persuadés que les femmes chassaient comme les hommes, une vie de femme. C'est fait d'accouchement, d'allaitement, à cette époque. Ça laisse peu de temps pour chasser. Alors je vous montre pour que vous compreniez un peu. Le fait d'être bipède est assez gênant en savane, puisque vous ne pouvez pas porter des bâtons dans les mains. Vous avez un chimpanzé ici qui porte son petit sur le dos, une guenon. Vous avez ici une australopithèque qui porte son petit dans les bras. Et en plus, n'ayant pas une taille marquée, elle a un bassin très large d'ailleurs, mais aussi large que la cage thoracique, elle ne peut pas porter son petit en selle
comme les êtres humains. Ça, c'est issu de mon merveilleux livre L'éveil des consciences, où tout est expliqué clairement. C'est de l'évolution de la sociologie de haut niveau, de l'anthropologie de haut niveau. Donc ça pose un problème chez nos femelles qui sont victimes des prédateurs à cause de cette bipédie, cette impossibilité de bien porter un petit et d'aller en même temps se balader avec des bâtons pour chasser. Donc même si elle suivait les mâles, suivre un mâle à la chasse avec son petit dans les bras, tu deviens une proie potentielle pour un prédateur intelligent qui ne va pas choisir un gros mâle australopithèque avec un gros bâton, qui va choisir une femelle qui va être handicapée avec un petit dans les bras. Donc les femmes restent à l'abri près des armes, s'éloignent pas trop, les femelles, et y montent. Et puis c'est à partir du moment où notre espèce a mieux maîtrisé, on va dire, le maniement des armes, la confection par des outils d'armes, par son développement cérébral aussi donné par le verbe et notion de temps donné par la bipédie, mais c'est une autre histoire que je vous ai déjà racontée, que je vous raconterai encore, devenant intelligent, capable d'action préméditée, capable d'avoir des outils extrêmement dangereux et pointus, que les fauves ne les ont plus attaqués. À ce moment-là, ils sont restés au sol, ils ont perdu leurs adaptations pour grimper, et ils sont devenus ce qu'on peut appeler des hommes, des homo habilis, et ensuite qui a donné toute la lignée humaine, dont une a donné les homo sapiens, puis se sont mélangés à d'autres isolations génétiques qui, elles, ont disparu, mais ont été absorbées par nous, les homo sapiens, en tout cas d'Eurasie, les Africains étant restés des homo sapiens, en général pure souche, bien qu'il y ait quelques descentes de métissage eurasien, mais en général, il n'y en a pas beaucoup quand même. Donc c'est très important de comprendre ça, puis c'est très important de comprendre que les femmes sont moins musclées parce qu'elles doivent être économiques pour pouvoir prendre sur leurs propres réserves énergétiques du gras qu'elles vont accumuler en général pour pouvoir nourrir leurs petits et ne pas consommer avec des gros muscles et ne pas faire d'action de force qui consomme beaucoup d'énergie, énergie qu'on enlèverait aux petits. Donc un partage des tâches, l'homme va chercher de la nourriture, la ramène à la femme est pas très musclée, pas parce qu'elle est privée de nourriture par les mâles, tout simplement parce qu'il faut qu'elle soit économique, qu'elle se couvre de gras, pour pouvoir, et qu'elle soit pas très musclée, pour pouvoir être économique, ne pas dépenser beaucoup d'énergie et nourrir facilement ses petits avec ses réserves de graisse. Alors, il faut savoir que c'est à partir de l'arrivée des australopithèques que les femmes ont commencé à prendre et à accumuler du gras, les femelles, puisque les femelles chimpanzés n'accumulent pas de gras, il y a de la nourriture partout et c'est elles qui nourrissent leurs petits, il n'y a pas cet échange sexe contre nourriture. Donc c'est très intéressant de comprendre que je vous ai dessiné des fesses là, des belles fesses de femmes avec du gras sur les fesses et ces hanches un peu grasses qu'on a envie de toucher, de prendre. On aime les femmes avec des fesses rebondies, une taille un peu large, des hanches un peu larges et une taille fine, sans gras à l'intérieur, pour porter un bébé après. S'il est rempli de gras, elle sera mal conformée, puisqu'elle ne va pas cumuler gras et bébé à l'intérieur, ça posera un problème de place, mais un bassin assez large pour faire passer un petit, du gras par-dessus pour pouvoir nourrir les petits, c'est du gras qui va directement aux petits, et les australopithèques ont commencé à prendre ça, mais qu'ils avaient une taille, un bassin très large, mais aussi un buste très large pour mettre un gros système digestif, encore en grande partie végétarien. C'est pour ça que le portage du bébé était difficile, et les femelles chimpanzés sont là, vous voyez, avec une taille, absolument pas de gras sur les fesses, et ils ont un gros bide, eux aussi, pour pouvoir digérer des végétaux. Donc les premiers gras sur les fesses sont sûrement apparus chez les australopithèques, pour ces femelles carencées, pour garder de la réserve si les mâles ne pouvaient pas les nourrir en permanence. Et le nourrissage des femmes a commencé là. Donc la prostitution est quelque chose qui est propre aux primates humains et qui n'est pas fréquente chez les autres primates. Alors on voit des mâles, bien sûr, donner un peu de nourriture aux autres femelles, mais c'est uniquement quand elles sont en période d'oestrus pour avoir un peu d'attention, pour pouvoir transmettre ces gènes. Mais c'est pas quelque chose qui est général. Et l'homme, c'est vraiment dans le partage des tâches, sexe contre énergie, qui a vraiment façonné l'espèce humaine et qui a fait des hommes, des individus ayant envie de copuler en permanence en échange de sexe, ayant besoin de tendresse quand ils reviennent près de l'arbre ou à la maison, ayant besoin d'une femme qui est là,
une dépendance affective masculine, qui n'est faite en vérité que pour nourrir des femelles qui veulent un homme protecteur qui rapporte de l'énergie et auquel elles se donneront, et elles donneront du plaisir en échange de protection, optimisant ainsi la survie de nos petits. Des hommes dépendants affectivement des femelles, n'oublions pas que les suicides sont majoritairement masculins, puisque nous avons, nous les mâles, une dépendance affective aux femelles qui est faite en vérité pour revenir toujours à la maison après avoir cherché de l'énergie pour nourrir les femmes, donc un manque. On revient voir la femme, on pense à la femme en permanence, elle est là dans notre tête, hein, on pense qu'à elle, mais c'est une programmation pour la nourrir. Et une femme qui ne pense qu'à ses petits et qui ne pense qu'à plaire à un homme pour pouvoir récupérer le maximum d'énergie pour elle et pour ses petits. Alors évidemment, si c'est pour acheter un sac Louis Vuitton, des chaussures Louboutin et frimer devant ses copines, ce qui est devenu des fois la finalité de toutes ces pauvres femmes, hein, c'est qu'elles n'ont pas compris la finalité, mais en vérité la finalité c'est de se faire nourrir et de faire l'amour pour pouvoir nourrir leurs petits avec ce magnifique partage des tâches humains qui maintenant a tendance à changer un peu puisque le monde est devenu moins dur, les machines remplacent le travail humain et partir dans le vaste monde n'est pas quelque chose d'aussi dangereux qu'à l'époque de nos ancêtres où on pouvait se faire bouffer par un tigre à dents de sabre, par une grosse hyène hein, et par un lion. Voilà, c'était Fred de la Vie. Est-ce que j'ai tout dit? Visiblement j'ai tout dit. Donc je vous dis bonne soirée à tous. J'espère que vous avez compris pourquoi il faut inviter les femmes au restaurant et pourquoi il faut leur dire qu'elles sont belles aussi, puisque la beauté chez la femme est un signe de jeunesse et regarder une femme, lui dire qu'elle est belle, c'est quelque part la rassurer et lui dire tu vas survivre, tu es encore jeune, tu peux encore survivre, puisque c'est par cette beauté, par cette fraîcheur, par le fait d'attirer les hommes que les femmes survivaient et n'étaient pas bouffées par les fauves, tout simplement. Évidemment, après, les sociétés se sont structurées un peu mieux. Il y a eu une une ménopause relativement tôt chez les humains, permettant à ce moment-là une durée de vie des femelles plus longue malgré cette ménopause, alors que les femelles chimpanzés, elles ont la ménopause et un peu après elles crèvent. Alors il y en a quelques-unes de ménopausées, on en voit, mais c'est très rare. Mais en général, chez les humains, il y a ensuite pour un petit à gros cerveau qui met beaucoup de connaissances dans sa tête, dans un animal social extrêmement performant avec un partage des tâches même au niveau de la société et des individus entre eux, qui demande des années d'éducation pour faire un humain intégré, on a besoin d'un papa qui va chercher l'énergie et qui éduque, d'une maman qui éduque, mais de toute la communauté autour et surtout des vieilles femmes, hein, qui étaient avant les vieilles guenons, mais qui, elles, comme sont des grand-mères, c'est le règne de la grand-mère, peuvent aider les plus jeunes qui ont des bébés et qui accouchent à éduquer des petits à croissance lente et à gros cerveau à remplir d'une somme énorme d'informations pour en faire des êtres performants dans une société humaine extrêmement complexe et une humanité qui est quand même très dure avec des luttes entre les individus. Donc faire un humain adapté à notre civilisation demande des années d'éducation. Et un papa et une maman ne suffisent pas, il faut aussi des grands-parents, surtout une grand-mère ménopausée. Et maintenant, on a des écoles en tout genre, pour pouvoir former nos petits qui règnent sur le monde grâce à leurs outils conçus dans nos gros cerveaux qui ont explosé à cause des outils linguistiques. C'était Fred de la Vie, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.